Colette, l'étoile vespère, 10. Ce qui est silence sur le jardin rappelle, fût-ce l'hiver, le matin d'été qui bénissait en 1940. Les charmilles dorment, les rosiers fleuris, les pelouses bleues d'une rosée d'arrosage, le quadrangle du palais royal, tôt vidé de ses tranquilles habitants par la chaleur et surtout par une approche qui n'était pas celle de la canicule. Dans l'ombre matinale, un homme nettoyait les cages de ses oiseaux, renouvelait l'eau et les graines, les feuilles de laitue et les quartiers de fruits pincés entre les barreaux. Quand certains moments d'un beau jour se font trop beaux, l'être humain interrompt son travail ou son jeu, vénère ce qui se tait ou chante alentour, se purifie inconsciemment au contact de ce que lui départissent le ciel et la terre. La ville, à moins qu'averti, il ne les pleure par avance. Ainsi faisait peut-être l'homme occupé de ses cages, tantôt goûtant sa solitude et la paix du jardin désert, tantôt immobile, un bouquet de millet entre ses mains inoccupées. C'est alors qu'un civil pénétra dans le jardin. Il parut surpris de n'y découvrir que des passereaux bavards, des pigeons qui se délectaient de leurs amoureux gargarismes, un chien indivis qui s'appelle encore Kiki, et l'homme aux cages qui l'interpella avec une aisance et une courtoisie toute théâtrale. Je vous vois bien agréablement occupé, monsieur. C'est la bonne heure, monsieur, répondit l'homme aux cages. Les gardes du jardin sont à leur petit déjeuner. S'ils me prenaient à rincer mes cages en dehors des arcades, qu'est-ce qu'il me passerait? Mais à cette heure-ci, j'ai la paix et la tranquillité. Ces derniers mots semblèrent faire impression sur le sociable civil. La paix et la tranquillité, répéta-t-il, monsieur. Est-ce que vous ne savez pas que les armées allemandes sont dans Paris? L'homme aux cages ne lui jeta qu'un coup d'œil par-dessus l'épaule. Je sais que vous me le dites, monsieur, mais je ne suis pas obligé de le croire. J'attendrai qu'elles avancent jusqu'ici, m'en informer elle-même. Monsieur, je viens de la place de l'Opéra, où des troupes allemandes, au moment où je vous parle,
Vous me parlez en effet, monsieur, mais je me permets de vous faire remarquer que je ne vous ai rien demandé. Le civil s'écarta de 2 pas et s'asseyant, lui aussi, à l'humour, s'essayant, lui aussi, à l'humour. Sans doute, monsieur, vous estimez que cet événement est dépourvu d'intérêt. Monsieur, ma grande affaire aujourd'hui, comme les autres jours, c'est l'entretien de mes serins. Songez, mes serins sont saxons, monsieur, saxons. Le civil resta court, considérant la belle enceinte de pierre et de verdure et écoutant le silence troublé, moins de rumeurs lointaines que par le chant des canaris saxons. Est-ce que les habitants du palais royal, dit-il enfin, manifestent actuellement la même sérénité que vous, monsieur? Tous, monsieur, dit l'homme au cache. Vous croiriez voir mes frères. Si j'en juge par l'aspect du palais royal, vos frères sont absents. Que non, monsieur. Seulement, aujourd'hui, ils font la grasse matinée. Le civil fronça le sourcil, chercha une réplique mordante qu'il ne trouva pas et prit le parti de s'en aller. Resté seul, le naturel du palais royal donna un regard aux fenêtres sculptées, closes, la plupart sur des appartements vides et par l'exode, et reprit sa besogne. Mais comme il vit que le civil s'éloignait avec lenteur et circonspection, il se mit à siffler un petit air gai, naturellement. C'est ainsi qu'à sa manière courtoise, sournoise, obstinée, le palais royal commença sa résistance et s'apprêta à la soutenir. De quelle résistance, de quelle guerre parlerai-je, sinon de celle que j'ai vue? Je ne puis guère plus quitter ce coin de fenêtre au beau milieu, au très beau milieu de Paris. Ce n'est que de là que j'ai vu Paris s'enfoncer dans la douleur, noircir de chagrin et d'humiliation, mais aussi se refuser chaque jour davantage. J'aime à constater, à répéter que notre palais royal, même avant la guerre, était une petite province, parée d'une aménité, d'une solidité qui manque à la vraie province. La guerre fit d'une poignée d'habitants une coalition d'amis. L'égal des autres quartiers de Paris, le palais royal eut son maquis. Il l'a possédé, ses parachutistes cachés, ces Anglais hébergés dans leur risque, et le silence, ces Juifs protégés, ces enfants dérobés à une féroce rigueur, ces réfractaires. N'eut-il pas aussi son marché noir?
Et pourquoi non? N'assure-t-on pas que son Black Merchant, plus discret que dans le don, que dans la vente, ravitailla secrètement pendant de longs mois un homme à qui les lois allemandes retiraient le droit de vivre et qui ne sortit pas de sa planque de banlieue. Fronder, résister, esquiver, desserrer les liens meurtrissants, déjouer les espions. La brodeuse au poing dormit dans sa boutique sur un étroit matelas pour laisser à ses tombées du ciel la disposition de son logement exigu sur la rive gauche. Bien près de moi, l'ombre élégante d'une voisine russe projetée sur le sable du jardin se dédoublait la nuit en silhouette singulièrement virile. C'était l'heure où des soldats cachés respiraient par la fenêtre cintrée d'entresol, l'air nocturne, l'odeur des pelouses fumait, assis entre les ombres cornues de deux chats. Qui n'eût offert sa cave, sa maison, sa couche à un Israélite qui met cher ses états de service de 14-18 ne le préservèrent pas du camp de Compiègne. Une locataire des mansardes proposa « S'ils viennent pour vous reprendre, courez à ma chambre, qui n'a pas de verrou, et allez, marchez, n'ayez pas honte, fourrez-vous avec moi dans mon lit. Sûr et certain qu'ils n'auront pas l'idée de vous chercher là. » La chaude entente tacite dura autant qu'il fut nécessaire. Les occupants ne foulaient qu'en petit nombre notre royal jardin, sauf par rares escouades oisives auxquelles un civil enseignait en ânonnant « Ici est le berceau de la Révolution française », sauf par paire un soldat vert, une souris grise, qui, sur les bancs, conversait par gestes. Entrés par la place du théâtre français, ils traînaient, remorquant leurs bottes lourdes devant les petites boutiques recueillies et ne tardaient pas à sortir par le passage du perron. Mélancolique. L'unanime refus émané de chaque pierre, de chaque passant, de chaque femme assise près de la voiture d'enfant, les poussait dehors. Intense compact refus, refus aveugle et sourd, et muet aussi, refus de percevoir la présence de l'envahisseur, de lire l'affiche de Paul Jack et les autres placards déshonorants, régurgitation mentale opposée à la propagande assénée par les journaux et par les ondes. Refus de sourire, d'être séduit, d'être terrorisé. Ce qui s'offrait
insidieux, comme ce qui servait de l'effraction, comme ce qui employait la violence. Paris a tout refusé. Flattons d'une main heureuse ces plaies encore ouvertes, ces colonnes renversées, ces pavages effondrés, blessures à part. Il sort de là. Un tas